C'est la suite du grand dossier. Hier, le grand banditisme s'en prenait aux banquiers, aux industriels. Aujourd'hui, les maîtres chanteurs s'attaquent aux influenceurs et à ceux qui ont fait fortune dans la crypto-monnaie. On vient de le voir cette semaine, donc on en a parlé il y a un instant dans le rap spectaculaire de David Ballan. Un nouveau contexte que nous expliquent Elsa Assalit et Léa Merli. Sur les réseaux sociaux, cet influenceur spécialisé en crypto-monnaie est suivi par des centaines de milliers de personnes. Il y a 2 ans, il est agressé chez lui. Il y a un jour, un de mes abonnés, quelqu'un qui me suivait sur Internet, qui a tout simplement réussi à obtenir l'adresse de mon domicile de l'époque. Et cet abonné m'a tout simplement suivi pendant quelques jours afin de prendre la décision de venir dans mon domicile avec une arme et à ce moment-là, a tout simplement essayé de m'extorquer des crypto-monnaies. Le jeune homme réussit à repousser son agresseur, qui finira par se rendre à la police quelques jours plus tard. Mais l'expérience traumatisante a poussé l'influenceur à déménager et à renforcer sa sécurité sur Internet. Les gens ont compris que la crypto-monnaie, c'est comme de l'argent, ça a de la valeur. Pourquoi s'en prendre physiquement à ces détenteurs de crypto-monnaie ? Car pour accéder à l'argent, les agresseurs ont besoin d'un code d'accès. L'argent virtuel est moins protégé que la monnaie réelle. Pas de banque. Une fois le mot de passe récupéré, il n'y a plus qu'à transférer les crypto-monnaies. Les transactions sont beaucoup plus immédiates. On parle de l'ordre de quelques minutes. Elles sont en général irréversibles, qui ensuite vont être noyées parmi des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres transactions, de sorte à ce que l'adresse du ravisseur ou de l'organisation criminelle ne puisse jamais être en fait identifiée. Parler d'argent sur les réseaux sociaux attise les convoitises. Pour se protéger des agresseurs, il est conseillé de ne pas donner votre adresse sur Internet et d'éviter de donner des indices permettant de localiser votre domicile. Raphaël, on est rentré dans une nouvelle ère. Oui, parce que la crypto-monnaie, on en parle depuis 10 ans, peut-être 15 ans maintenant, et la création du Bitcoin, le lancement de cette monnaie, donc pour la vulgariser, qui est virtuelle sur les téléphones portables, par exemple. Il suffit effectivement de se connecter aux applications pour faire des virements en crypto-monnaie. La crypto-monnaie qui parfois sert également aux organisations criminelles, aux organisations terroristes. Et là, on l'a vu dans ce dossier, ils ne sont pas venus donc à Vierzon, dans le Cher, au domicile de David Ballan et de sa femme, pour chercher des objets, chercher du liquide, mais pour réaliser des transactions en crypto-monnaie. Il le savait. David Ballan et son épouse ont créé cette entreprise française qui s'appelle Ledger en 2011. Maintenant, ça fait une dizaine d'années donc, spécialiste dans la création de portefeuilles de crypto-monnaie pour les particuliers, pour les entreprises. Son entreprise Ledger est valorisée, je le disais tout à l'heure, à hauteur d'1 milliard de dollars. Et donc, ils ont pu réaliser, notamment au début de ces heures de séquestration et d'enlèvement, eh bien des virements en crypto-monnaie. Et les gendarmes, c'est important de le préciser, pendant les négociations, ont réussi, les gendarmes de l'unité nationale cyber, ont réussi à geler, à tracer d'abord, et puis à geler ces actifs, cette crypto-monnaie qui est partie du compte donc de David Ballan jusqu'à des comptes demandés par les ravisseurs. Et cette crypto-monnaie, aujourd'hui, elle est saisie, en tout cas elle est gelée, ils ne peuvent plus, je parle des ravisseurs, s'en servir. Parce que je terminerai par là. On l'a vu, il y a eu 10 interpellations, il y a 7 personnes qui sont en cours de présentation au juge d'instruction ce vendredi. Mais l'enquête, elle se poursuit parce que maintenant, il faut retrouver les commanditaires. Là, on n'a que des hommes de main, finalement. Oui, des hommes de main, 9 hommes, 1 femme, recrutés pour la plupart sur les réseaux sociaux, qui, a priori, avant de commettre ces faits-là, donc d'enlèvement, de séquestration, d'actes de torture et de barbarie, visiblement, selon nos informations, ne se connaissaient pas entre eux. Ils ont été recrutés pour servir des commanditaires qui sont à cette heure toujours recherchés. Oui, Christian Proutot, là où il y a de l'argent, il y a forcément du banditisme. Malheureusement, cette criminalité en recherche d'argent, étant donné que toute la monnaie a changé. Avant, on l'a évoqué tout à l'heure, il y avait des banques, donc on pouvait braquer une banque. Maintenant, braquer un DAB, c'est plus compliqué, ou faire des prises d'otages dans les banques, par exemple. Mais donc maintenant, c'est tout sur du virtuel. C'est la crypto-monnaie, c'est à travers du chantage, des menaces, faire effectuer des virements
qui en plus ont l'avantage de ne pas amener les gens à devoir transporter de l'argent, le déplacer. Quand on avait des demandes de rançon à une époque, il fallait, en particulier dans l'affaire Ampin que vous évoquiez tout à l'heure, il y avait la possibilité, il fallait absolument tirer de l'argent, ils demandaient des valises. Donc maintenant, c'est plus ça, hein. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est un code, hein, le monsieur que vous avez interviewé le rappelait, avec ce code, on fait des virements, et ces virements, heureusement, là, ils ont pu être bloqués grâce à la rapidité de l'action et le fait que les services de police, comme la gendarmerie en particulier, avec l'IRCGN, sont équipés techniquement et se sont préparés. Parce que c'est pas facile d'intervenir sur ce type de monnaie. C'est tout nouveau, mais c'est toute la problématique d'Internet, qui est quelque chose qui est complètement virtuel, qui nécessite des gens entraînés, des professionnels, pour arriver à pouvoir à la fois localiser et bloqué. Raphaël. Et si on parle du Bitcoin, on ne sait pas encore quelle crypto-monnaie les ravisseurs ont demandé, et ont demandé à David Balland de faire ses virements. Je prends l'exemple du Bitcoin. Il a été lancé, c'est le plus connu, l'actif le plus connu en crypto-monnaie, lancé en janvier 2009. Je vous ai pris cet exemple. Il y a 10 ans, un Bitcoin, ça valait 396 euros. À l'heure où l'on se parle, je viens de vérifier les marchés, un bitcoin, ça vaut 100 000 euros, tout simplement, donc quasiment même 101 000 euros avec la fluctuation des marchés. C'est pour vous dire qu'en 10 ans, eh bien, c'est passé de 396 euros à quasiment 101 000 euros. C'est absolument, un bitcoin. Absolument fou. Et donc, c'est facile à voler, c'est ce que vous nous disiez, c'est ce que nous disait également le patron unité cyber gendarmerie. Écoutez. Il faut comprendre qu'on a un peu changé d'époque. Dans les années 70 jusqu'à des années récentes, voilà, c'était des gros industriels comme le baron Ampin, pour ne pas citer cette affaire, qui était la cible, ou des vedettes. Voilà. Et aujourd'hui, on a changé d'époque parce que les cryptoactifs, ça représente d'une certaine manière, ceux qui sont dans cette finance représentent comme, je dirais, des gens relativement aisés, puisque le cours du Bitcoin est élevé. Et ensuite, dans tous les dossiers maintenant de criminalité, tout le monde a compris la facilité, non seulement à les utiliser, mais d'une certaine manière aussi à pouvoir les dérober et ensuite s'enrichir en les revendant via toute une chaîne qui permet de blanchir. Et Bruno Pomar nous a rejoint. Bonjour. Président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ancien instructeur du RAID. On en parle tous. C'est vrai que les années 70 avaient été marquées par une véritable épidémie de kidnapping. On se souvient de l'affaire Ampin, on se souvient aussi du rapt du banquier Bernard Malet. Quelles sont les différences entre hier et aujourd'hui ? D'abord, bravo au GIGN, je parle sous le contrôle de mon ami Christian Proto. La gendarmerie. Et la gendarmerie de façon générale, tu as tout à fait raison. Le GIGN, il est au bout de la chaîne. Exactement. 230 gendarmes qui étaient mobilisés sur cette affaire. Alors, la différence qu'il y a, c'est tout simplement la technologie. La gendarmerie, comme la police, police technique et scientifique, gendarmerie technique et scientifique, c'est-à-dire utilise tous les moyens de cyber et autres pour pouvoir résoudre des affaires. Et ça, c'est formidable. Et en bout de ligne, je dirais, on retrouve évidemment le GIGN qui est là pour intervenir. Mais 230 gendarmes mobilisés pour cette affaire, ça a été, on peut dire, rondement mené. Avant, ça a duré 2-3 mois, des affaires comme ça, là, en 3 jours, 22, 23, 24, bouf, terminé. Tout le monde est emballé. Formidable. Il n'y a pas de mort, ce que souhaitent évidemment les groupes d'intervention lorsqu'ils interviennent. Le but, c'est pas de neutraliser à tout prix. Ce ne sont pas des tueurs, nos gendarmes et nos policiers. Et je trouve que le travail a été rondement mené par nos équipes. Et ça, ce qu'on disait avec la coordination qui est aujourd'hui presque, alors pas à son maximal, mais qui est d'une efficacité redoutable. Ah oui, je pense que alors il y a Junalco qui est maintenant, vous savez, cette organisation nationale de lutte contre le crime organisé qui rassemble l'ensemble des moyens, parce que ça manquait, ça un petit peu. Tout le monde travaillait un petit peu en silo, on l'a connu, que ce soit la gendarmerie, la police, etc. On travaillait un peu trop en silo et pas assez en transversalité. Et je crois que ce travail, encore une fois, et la technologie aident beaucoup, encore une fois, les groupes d'intervention comme le GIGN, le RAID ou la BRI, qui arrivent à faire un travail remarquable, parce qu'en amont, il y a un travail de fond qui est fait, c'est-à-dire le renseignement, l'enquête et autres. Et ça permet de dénouer ces affaires et c'est bien passé, et c'est formidable. Et le crime organisé, il a changé ces dernières années ? Oui, la violence n'est pas la même. Je me rappelais Robert Broussard qui disait que les voyous avaient un code d'honneur. Mais c'est vrai. Ils avaient un code d'honneur. Il n'y avait pas cette violence gratuite. Là, maintenant, alors, avec ces jobbers, parce que c'est les jobbers, là. Jobbers, ça veut dire ? Les jobbers, c'est des gens qu'on prend un peu partout en France. Et les 20-40 ans qui étaient présents là, les 7, ont été recrutés un peu partout en France.
Donc recruter, c'est sur les réseaux sociaux. C'est comme le trafic de stupes, etc. On prend ces jobbers, ça s'appelle. Donc c'est des gens qui sont dangereux parce que c'est des voyous, mais enfin c'est pas des gens très bien organisés, je dirais, malgré ce que ça pourrait sembler lorsqu'on voit cette affaire-là. Et on a affaire à des gens qui sont extrêmement dangereux, qui sont capables de passer à l'acte. On a vu quand même, ils ont amputé d'un doigt. Oui, ce qui était valable aussi avant, le baron Ampin, on se souvient, il y avait eu un petit doigt qui avait été sélectionné. Oui, vous avez raison, mais oui, il y avait un code d'honneur, mais la différence c'est qu'encore une fois, le baron Ampin, ça a duré quasiment 2 mois, et là en 4 jours ça a été réglé, donc c'est formidable. On n'est pas à l'abri effectivement qu'une autre opération dure bien plus longtemps, mais encore une fois, nos policiers, nos gendarmes qui interviennent sur des affaires comme ça ont la chance d'avoir toute cette technologie derrière qui est énorme et qui est essentielle pour résoudre les affaires. Alors est-ce que ces demandes de rançon aujourd'hui sont courantes? Écoutez le commandant du GIGN tout à l'heure sur LCI. Le GIGN sait très bien gérer tout ce qui est demande de rançon via numérique, puisque maintenant, depuis plusieurs années, on a même créé une cellule cyber au GIGN. Nos négociateurs sont bien aguerris à toutes ces techniques, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup d'enlèvements sont gérés avec des remises de rançon dans le domaine du cyber, en bitcoins ou autres, mais aussi on intervient dans le domaine des ransomware. Le ransomware, c'est quoi? C'est une prise d'otage, mais de données, c'est-à-dire que les données sont séquestrées et sont rendues aux propriétaires uniquement contre remise de rançon. Oui, la plupart du temps, effectivement, ces enlèvements sont couplés de demandes de rançon. Oui, là c'était le cas avec des ravisseurs qui immédiatement, donc mardi matin, lorsqu'ils enlèvent ce couple, quasiment surpris au saut du lit dans leur propriété, donc à Vierzon dans le Cher, ils vont immédiatement demander à ce que des transferts de crypto-monnaies soient réalisés. C'est le cas dans un premier temps, et puis ensuite lorsque les gendarmes et cette montée en puissance, on en parlait tout à l'heure, d'abord la section de recherche de Bourges, d'Orléans, de Paris, puis ensuite les gendarmes du cyberespace avec cette unité nationale cyber, puis au final le GIGN pour la partie notamment intervention sur le terrain, eh bien les gendarmes, les cyber-enquêteurs de la gendarmerie, ils étaient une quinzaine selon nos informations, ont pu travailler sur ces crypto-actifs, sur ces mouvements de crypto-monnaies. Ils l'ont d'abord identifié. Quelle crypto-monnaie? On sait qu'il en existe des milliers. Quelle crypto-monnaie a été utilisée? Il a fallu tracer cela pour ensuite geler ces transferts de crypto-monnaies. Et selon nos informations, à l'heure actuelle, la presque totalité de ces transferts de crypto-monnaies a été gelée. Alors, il y a les chiffres aussi qui nous intéressent. Ils nous ont franchement interpellés. Le nombre d'agressions similaires depuis le 1er janvier 2025, c'est-à-dire il y a quelques jours, on en est déjà à 7 cas si on prend donc ce qui s'est passé avec David Ballan et son équipe. C'est son épouse. 7 cas depuis le 1er janvier. En 2024, il y en avait eu 23. En 2023, il y en avait eu 18. Ça veut dire que ces agressions en lien avec la crypto-monnaie sont en expansion? Parce que en fait, il y a un phénomène qu'on appelle le copycat qui, en matière de criminalité, fait que lorsqu'un acte est commis et qu'il ait un certain retentissement et surtout il semble avoir une certaine efficacité, toute la voyoucratie qui est en recherche d'argent et de moyens pour en gagner facilement découvre un mode opératoire auquel il n'avait pas forcément pensé. Donc il y a une évolution de la criminalité qui, à travers celui qui a été à l'origine du premier méfait, fait qu'il a des émules. Et ça fonctionne malheureusement comme ça. Et comme cette crypto-monnaie, ils pouvaient penser, je pense que là, ils vont découvrir qu'ils sont un tout petit peu trompés, que c'était pas traçable ou que c'était difficilement traçable. Ça semblait être vraiment la panacée. Et à mon avis, avant qu'on ait, parce que l'enquête va continuer, et derrière tout ça, à mon avis, il y a un Deus ex machina, il y a quelqu'un qui a manœuvré tout ça. Et comme le disait Bruno, c'est pas les petits bras, enfin les petits bras, les petites crapules qu'on a trouvées qui ont été appâtées avec un peu d'argent pour faire ça. Avec quand même pour certains le fait d'avoir pas eu aucun état d'âme pour couper un doigt. Bon, ça laisse quand même pensif sur le niveau de ces criminels. Il y a derrière tout ça, c'est trop bien organisé, il y a quelque chose. Alors, il faut espérer que c'est que national, mais je ne serais pas épaté qu'il y ait également des retombées qui ne soient pas que nationales. Ah, en dehors des frontières. Voilà. Ouais. Parce que on arrivera à mettre la main sur un commanditaire ou c'est difficile?
Ben moi, je pense qu'on y arrivera. Hein. Ouais. Malheureusement, peut-être pas tous, parce qu'il y en a un ou deux ou trois, mais on en aura au moins un des artisans de cette opération ignoble. Hein. La violence.